Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière keynote de la journée qu'on organise sur le stand KPMG. Ravi de vous voir participer à cette session. Donc, je me présente, je m'appelle Ancelin, je travaille à la direction de l'engagement citoyen de KPMG. Donc on organise une keynote plus en focus sur l'IA et donc les réponses que peuvent nous proposer l'IA sur des grandes questions, des enjeux de société sur lesquels on peut s'interroger. On a mis une échelle de temps en disant qu'on se projette sur 2044 pour pouvoir un peu se demander comment est-ce que l'IA va peut-être améliorer ou en tout cas transformer nos façons d'apprendre et de se former tout au long de notre parcours. Donc le but c'est d'avoir déjà d'un premier temps 2 entrepreneurs qu'on a la chance d'avoir accompagnés et qui vont pouvoir vous présenter leurs projets pour vous donner une idée comment l'IA peut être utilisée dans des parcours de formation et d'apprentissage. Donc ce sont 2 projets qui sont accompagnés par des associations partenaires de KPMG. Nous avons donc une représentante de La Ruche sur un programme qui s'appelle Les Ambitieuses et une représentante également de La Ruche. Nous avons deux alumni d'ailleurs de La Ruche qui sont 2 associations, une association avec laquelle on travaille pour accompagner des projets, notamment sur ce volet tech et portés par des femmes. Donc le but c'est d'avoir aussi donc, la mise en lumière de ces projets, leur permettre de vous les présenter et que vous puissiez aussi après poser des questions dans un deuxième temps parce qu'on aura une session de débat avec les questions qui ont été proposées par l'IA et on prendra vos questions par la suite avec grand plaisir. Donc je vais tout de suite passer la parole pour présenter le premier projet. Donc il me semble que c'est Léa. Donc Priscilla, si ça te va de commencer d'introduire sur ton projet. Merci Ancelin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui, invitée par KPMG. Et comme on est finalement presque entre nous, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais comme tout le monde, je travaillais dans la tech. Et dans la tech, on a beaucoup d'afterwork. Et pendant les afterwork, je parlais avec mes collègues, mes collaborateurs. Et beaucoup se plaignaient de leur travail, des conditions de travail, ils n'étaient pas heureux, etc. Et moi, je prenais constamment le contre-pied de cela. Et je leur disais, mais finalement, est-ce que ce serait possible que chacun se lève le matin avec la patate, la pêche et se rende au boulot en étant super content d'aller travailler? Et là, on me regardait, on me prenait pour une martienne, on me disait « mais t'es folle ». Eh bien, moi, je ne sais pas. On est trop nombreux pour vous interroger individuellement. Je ne sais pas si vous trouvez ça fou. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve fou, c'est de trouver ça fou. Et c'est sur cette idée pas si folle que ça que j'ai créé Léa. Et Léa, c'est quoi? Léa, c'est une solution leader sur son marché qui fait en même temps de la gestion de carrière et en même temps du recrutement. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'avoir l'occasion de présenter Léa sur un prisme d'engagement citoyen, sur un prisme de connexion de talents, parce que bien souvent, on va me demander de présenter Léa à des recruteurs et comment est-ce que Léa va être finalement le futur du recrutement. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment Léa peut réellement accompagner des individus quels qu'ils soient, dans leur recherche de job, dans leur recherche de quête de sens au travail. Eh bien, Léa, c'est une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir rentrer, bien entendu, gratuitement, avec laquelle l'intelligence artificielle a permis de dématérialiser ce que tout le monde connaît sous le nom de bilan de compétences. Et pour ce faire, on a travaillé avec des sciences cognitives et humanistes pour celles et ceux qui le connaissent de Michel Serres, qui m'a légué l'intégralité de ses travaux. Et donc, vous allez rentrer chez Léa. Vous allez discuter avec notre petit robot qui va vous parler. Bonjour, je m'appelle Léa, comment ça va? Et à la fin, après avoir joué avec vous, il va vous délivrer une synthèse professionnelle basée sur votre ADN professionnel. Pas ce que vous aimez faire, pas ce que vous savez faire, mais ce pourquoi vous êtes réellement fait. Et on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, on va vous connecter avec des entreprises qui recherchent des talents tels que vous. Et vous avez pléthore de services qui vous sont proposés, des séances de coaching entièrement gratuites à partir du moment où vous êtes connecté avec nos clients, puisque ce sont nos clients qui eux aussi recrutent autrement par un alignement de sens et de valeurs avec des notions éthiques et d'engagement qui vont vous financer ces séances de coaching.
vous avez toujours la possibilité d'obtenir des séances de coaching flash. Ça, on va beaucoup l'utiliser avec les associations qui vont nous envoyer des personnes qui sont éloignées de l'emploi malheureusement depuis trop longtemps et qu'on va entraîner. On va les entraîner à faire un CV, on va les entraîner à pitcher, on va les entraîner à avoir un profil LinkedIn quand c'est nécessaire. Et quand on a besoin d'aller plus loin dans la quête de sens, notamment dans les reconversions professionnelles, on va délivrer du bilan de compétences. Alors finalement, l'EIA, c'est quoi? C'est un mot barbare. Là, je viens de vous parler d'humain, d'humanisme et d'humanité. Et pourtant, c'est une grosse solution logicielle qui est leader sur le marché qu'on appelle des Trax. C'est la nouvelle génération des logiciels de recrutement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être un logiciel de recrutement, évidemment, parce que si j'ai pas de clients, je peux pas vous servir. De l'autre côté, on va embarquer de façon native notre expérience de candidature à l'intérieur de la plateforme. Pour les recruteurs, on va pouvoir déterminer par algorithme pourquoi être développeur web chez l'EIA, c'est pas la même chose que chez Blablacar. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir vous connecter avec la bonne entreprise. Et enfin, pour nos clients, on a des services associés pour les aider et les accompagner et être au plus proche du résultat au niveau de leur recrutement. Et ça marche. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de vous dire que nous avons plus de 100 000 talents en base. Ça veut dire qu'en l'espace de 3 ans, nous avons plus de 100 000 personnes qui sont rentrées chez l'EIA et qui ont obtenu l'accompagnement dont elles avaient besoin. Et quand nos clients font appel à nous, on a déjà réussi à réduire en moyenne de 27% le taux de turnover des candidats embauchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un des gros enjeux du recrutement et du marché de l'emploi, c'est de vous maintenir en poste passé la période d'essai. Eh bien, les clients qui ont la chance de travailler avec l'EIA voient statistiquement réduire leur taux de turnover en moyenne de 27%. Quand les clients nous délèguent leur recrutement, on a aujourd'hui une précision dans nos résultats et dans notre travail qui font que 77% des candidats que nous présentons sont réellement embauchés. Ça veut dire qu'on est porteur de ce vrai message d'espoir que quand vous rentrez chez l'EIA, quand on est intéressé par un recruteur, on va réellement vous préparer pour que vous soyez recruté par cet employeur. Et enfin, on pense à vous, last but not least, comme on dit, 98,7% de nos talents sont satisfaits de leur expérience candidat avec l'EIA et c'est sans doute le KPI dont je suis la plus fière aujourd'hui. Et donc, nous tester, c'est nous adopter. Je vous ai laissé le flashcode. Si vous voulez tous obtenir votre synthèse professionnelle, n'hésitez pas à flasher. L'expérience prend peu ou prou 5 minutes. Et 5 minutes, c'est quoi dans une vie pour savoir quel est le métier réellement fait pour nous? Merci beaucoup, merci à tous. Un grand merci beaucoup, merci Priscilla pour cette présentation donc sur un premier projet, donc à nouveau sur la thématique de l'IA et comment est-ce qu'elle peut s'intégrer dans nos parcours de formation. On va avoir un deuxième projet qui va être présenté et après on aura une séquence plutôt de débat et de questions sur le sujet. Donc je te passe la parole Sama, merci beaucoup. Merci Ancelin. Bonjour à tous. Okay, donc, maintenant je vais vous parler de Aliatech, mais avant j'aimerais savoir... Est-ce qu'il y en a déjà qui sont déjà allés dans un pays étranger dans lequel vous ne parlez pas la langue locale? Ça vous est déjà arrivé? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont dû aller à l'hôpital dans un pays étranger où on ne connaît pas la langue? Ok. Comment c'était? Pour se faire comprendre. J'imagine. Eh bien, ça, vous voyez, ça arrive tous les jours à plus de 2 millions de personnes qui vivent avec nous en France, mais qui ne parlent pas le français. Et donc le problème qu'on aborde avec Aliatech, c'est le problème de la barrière de la langue dans le milieu médical. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà, première chose, c'est qu'on peut avoir les interviews, donc les séances avec le praticien, les consultations, peuvent prendre jusqu'à 3 fois plus de temps avec un praticien si on n'a pas un outil pour arriver à bien communiquer. Aussi, on va avoir un plus gros risque d'erreur médicale.
plus d'hospitalisation également. Pourquoi? Parce que comme on ne veut pas prendre de risques avec le patient, on va lui faire plein de tests, alors qu'on aurait pu lui poser la question tout simplement. Ensuite, on a des fois aussi des patients qui vont tout simplement abandonner et préférer ne pas aller se faire soigner. Et enfin, il y a le prix assez élevé des interprètes. En effet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains hôpitaux proposent un service d'interprétariat. Par contre, ça coûte assez cher. C'est entre 25 et 30 euros pour 15 minutes au téléphone. Et c'est par tranche de 15 minutes. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est un assistant vocal qui permet justement de faciliter cette communication entre le praticien et le patient qui ne parle pas la même langue. Ça s'appelle AliaTalk. AliaTech est le nom de la start-up. AliaTalk, c'est le nom de l'application mobile. Vous pouvez la trouver sur l'Apple Store, le Play Store et aussi en web app. Et l'application permet de faciliter justement la communication. Et d'ailleurs, on va faire un test en direct. Ça vous dit? Ok. Donc l'application, elle est faite pour le praticien. Le praticien, donc francophone. Il arrive sur l'application, il va choisir d'abord la langue de son patient. Et ensuite, il n'a plus qu'à démarrer la conversation. Et là, où est-ce que vous avez mal? Imaginons qu'on a un patient turc. Je vais le faire répéter. Ok, en fait, c'est qu'on a donc l'intention qui est prise en compte. Alors là, vous avez entendu quelque chose. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? C'est la traduction, bien entendu, de ce que j'ai dit. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une traduction mot à mot comme pourrait le proposer un outil de traduction classique. C'est une traduction qui va prendre en compte l'intention derrière la question du praticien. Et en fait, ce qui va être traduit, c'est vraiment l'intention, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte donc, le contexte médical, bien sûr, mais aussi la culture du patient. Pourquoi c'est important? Eh bien, imaginons, si on a un patient, cette fois-ci vietnamien, et qu'on lui pose la question, est-ce que vous mangez salé? Il va sûrement dire non. Si on lui dit, est-ce que vous mangez de la sauce poisson? Oui, tous les jours. La sauce poisson, c'est super salé. Et le fait de comprendre ces différences culturelles, bien, ça permet d'améliorer le diagnostic. Alors, on a déjà testé notre solution avec la Croix-Rouge. Donc là, les photos que vous voyez, c'est des photos qu'on a prises sur le terrain. Là, c'était à Calais. En fait, c'est que, vous savez, vers le nord de la France, il y a beaucoup de réfugiés qui voudraient en fait passer la frontière. Et ils sont dans une situation de misère assez extrême, en fait. C'est assez perturbant, d'ailleurs, de voir ça. Et en fait, la Croix-Rouge propose une sorte de camion mobile qui permet d'aider, justement, qui se déplace et avec des soins infirmiers qui sont prodigués. Seulement, très souvent, on a un problème pour pouvoir communiquer. Et du coup, le fait de pouvoir tester AliaTech dans ces conditions-là permet de montrer à quel point ça peut être utile, en tout cas, autant d'un côté pour les praticiens, mais surtout pour les patients. On a aussi testé avec l'hôpital Hôtel-Dieu, donc à Paris, et également avec beaucoup de praticiens. Donc on a plus de 300 utilisateurs pour le moment. On est lauréat, donc talent de la e-santé 2023, dans la catégorie innovation médicale à l'hôpital. Donc notre mission, vous l'avez compris, c'est d'utiliser, en tout cas d'améliorer les soins grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Et voici notre équipe. Donc moi-même, je suis ancienne chercheuse au CEA et aussi data scientist au ministère de la Santé. Et je me suis lancée dans le projet AliaTech depuis 2019, donc ça fait maintenant 5 ans. Et on a aussi Nina qui est avec nous, ainsi que Sabrine. Voici tous ceux qui nous supportent, dont bien sûr KPMG. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à télécharger l'application et venir me parler après. On a aussi un stand qui est en C03 si vous voulez venir nous voir. Ce sera avec plaisir. Merci.
Merci beaucoup aussi Sama pour ce deuxième pitch. Donc à nouveau, 2 projets qui ont l'IA au cœur de leur ADN et qui nous permettent d'avoir cette session de table ronde où on voulait vraiment mettre à l'honneur à la fois l'IA qui sert et qui alimente ces projets, mais à la fois comment est-ce que l'IA finalement apporte des réponses à des enjeux de société, comment est-ce qu'on se projette jusqu'en 2044, donc dans 20 ans, et quelles sont en face la réponse qu'on peut avoir nous en tant qu'individus simplement avec notre façon de penser humaine et quelles sont les réponses qu'on peut y apporter. Donc on a posé ces questions à l'IA pour savoir quels sont les enjeux que l'IA imagine concernant l'apprentissage et la formation en 2044. Et la première réponse que nous a sortie donc l'intelligence artificielle, c'était comment est-ce que ça s'intégrerait dans l'éducation en école et en université. Donc comment est-ce que finalement l'IA pourrait alimenter une meilleure façon d'apprendre. Et 2 éléments clés sur lesquels l'IA s'est basée, c'est une amélioration de l'évaluation et de la rétroaction. Donc comment est-ce que vraiment on note de façon peut-être plus juste tout au long de notre parcours scolaire notre même capacité à apprendre. Et un deuxième volet autour de l'automatisation des tâches administratives pour aussi économiser du temps pour les professeurs, pour vraiment dédier l'accompagnement et à la pédagogie, et que l'IA en fait se charge de ces parties administratives. Donc on voulait poser cette question à Priscilla de Léa. Est-ce que par exemple avec ta solution ou toi, ton avis, est-ce que l'IA apporte justement une facilité sur les tâches administratives et sur l'amélioration de l'évaluation? Comment est-ce que tu répondrais toi à cette question de ton point de vue d'humaine justement? Alors, d'un point de vue humain, déjà, j'ai la chance d'avoir 2 ados donc, qui vont à l'école, qui ont une maman qui est, depuis toute petite, comme Obélix, tombée dans le chaudron de la tech et donc qui utilise ChatGPT pour travailler. Et le premier sujet, de mon point de vue, au niveau de l'éducation nationale, mais qui est, de mon point de vue, une urgence nationale, c'est former les professeurs à ne pas contrer les enfants qui vivent avec leur temps et qui utilisent ChatGPT pour rendre des devoirs, des exposés, etc. Figurez-vous que la semaine passée, et merci Ancelin de nous poser cette question-là, la semaine passée, ma fille, 14 ans, élève de 4e, a eu 0 à un devoir de français parce qu'elle a utilisé ChatGPT, sans doute pas assez bien, j'étais pas derrière elle cette fois-ci, pour effectuer un devoir. La professeure s'en est rendue compte, elle a eu 0. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Donc, en vrai, aujourd'hui, on doit vivre avec notre temps. L'IA, elle est partout. ChatGPT, il est partout. Moi, jusqu'à présent, j'avais à peu près, en heures de travail, l'équivalent de 3 temps pleins. Depuis qu'on a entraîné ChatGPT, qu'on a créé un prompt, c'est-à-dire qu'on l'a entraîné, on a développé notre propre intelligence artificielle, j'ai gagné 35 heures de mon temps par semaine. Pourquoi ? Parce que nous, on l'appelle Léo. On l'a humanisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que Léo, s'il est bien entraîné, il fait du bon travail. Et comme toute intelligence artificielle, ça ne vous affranchit pas derrière d'aller contrôler. Donc, pour revenir sur la question que je n'ai pas oubliée, évidemment que ça peut vraiment, une IA bien entraînée peut avoir un vrai impact sur la réduction des tâches administratives, notamment en correction de copies. Les professeurs se plaignent beaucoup du temps qu'ils passent à corriger les copies. L'intelligence artificielle peut réellement, je pense, accompagner une réduction du temps dans la correction de copies. Pour autant qu'on considère effectivement que c'est un outil dont on ne peut pas s'affranchir au sein de l'éducation nationale et dans tous nos centres de formation. Donc ça, c'est vraiment super important. Et de l'autre côté, de bien avoir en tête que, justement, faire travailler nos enfants avec l'intelligence artificielle, c'est aussi former les talents de demain, c'est aussi les encourager à plus de curiosité, parce que une intelligence artificielle, on sait encore ce que c'est, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Qu'est-ce que fait réellement une IA, quel que soit le métier ? Elle reproduit beaucoup plus vite des réflexes humains. Sauf que je vais vous prendre une autre anecdote. Je demande à mon fils, cette fois-ci, de faire sa lettre de motivation parce qu'il doit me trouver un stage et que j'ai décidé de ne pas le prendre parce que c'est trop facile d'aller chez maman. Il me fait une lettre de motivation, il me la montre. La lettre de motivation était magnifique, mais pas du tout adressée, pas du tout écrite par un enfant de 17 ans. C'est ça l'enjeu de l'intelligence artificielle, selon moi, au sein de l'éducation, au sein de nos centres de formation. C'est d'apprendre à coexister
entre l'IA, de savoir entraîner une IA, de savoir corriger une IA, parce que de toute façon, nos enfants sont la relève. Enfin moi, en tout cas, je suis déjà suffisamment vieille pour dire que mes enfants sont la relève et qu'on ne peut pas s'affranchir d'injecter au sein de l'éducation nationale très vite, pour ne pas dire tout de suite, les chatbots, etc. Et deux, un nouveau parcours de formation pour les enseignants. J'ai été un peu longue, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse aussi. Oui, je pense que ça mérite des applaudissements. Merci pour en effet cette perspective qui montre à quel point ça peut être un outil aussi. Peut-être qu'aujourd'hui on en a un petit peu peur, mais qui va en fait amener à apporter une réflexion sur autre chose, un gain de temps sur en effet beaucoup de démarches, et c'est ce que tu évoques. C'est vrai que ça peut nous permettre de nous concentrer sur des parties beaucoup plus propres à nos métiers, aux sujets qui nous intéressent et qui nous passionnent. Merci pour cette réponse très très claire. Et alors sur une deuxième question qui nous a été proposée par l'IA, cette fois plutôt pour Sama, sur la partie qui est aussi concernant ton projet. Donc comment est-ce qu'on va apprendre en 2044 et donc qu'est-ce que l'IA pourra nous apporter en plus lorsqu'on décide d'apprendre. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément entendu le pitch de Sama sur Aliatech, comment est-ce qu'on facilite l'apprentissage des langues. Pour l'IA, c'est quelque chose qui sera plus personnalisé, donc les langues en effet seront plus personnalisées grâce à l'IA et l'apprentissage sera aussi via une collaboration virtuelle. Qu'est-ce que toi tu en répondrais sur ce volet? Est-ce que tu trouves que c'est en effet des arguments vers lesquels on a tendance à aller pour 2044? Alors tout à fait. Déjà, en fait, la nouveauté, ça reste l'IA générative qui permet d'aller beaucoup plus vite, comme tu le disais. Alors, j'aimerais vite fait rebondir en face sur quelque chose que tu as dit, Priscilla, par rapport à ta fille. Je suis moi-même prof, je donne cours aussi dans une école d'ingénieurs, en fait, donc sur la data science, des éléments tech. Moi-même, j'ai des étudiants qui, parfois, vont utiliser ChatGPT pour répondre aux questions, et ça se voit très souvent. Du coup, ce qu'on doit faire absolument, c'est prendre en compte le fait que tout le monde peut utiliser ChatGPT aujourd'hui et donc plutôt utiliser ça comme une force et voir comment ils peuvent aller beaucoup plus loin. Autrement dit, au lieu de faire des choses un peu en mode un peu par cœur, juste arriver à réinjecter, à répéter ce qu'on leur a dit, aller un peu plus loin dans la réflexion et leur demander d'être un peu plus pertinent dans les réponses qu'ils apportent. Et c'est vrai qu'on voit quand un élève utilise ChatGPT pour répondre à une question, parce que très souvent, il dit beaucoup plus de choses que le prof. Donc, ça permet d'évaluer un peu. Exactement. Alors, maintenant, comment on apprend et comment on se forme en 2044 ? Alors, ça reste des prédictions, on va dire, des bonnes intentions. Donc, en fait, première chose qui n'existe pas encore aujourd'hui et que l'IA va sûrement très rapidement apporter, c'est la personnalisation justement de l'apprentissage. Alors, on voit aujourd'hui que des élèves n'ont pas forcément des fois des bonnes notes. Mais c'est pas qu'ils sont pas faits pour l'école. Hein. En vérité, c'est juste qu'on n'a pas utilisé le bon moyen qui leur correspond en termes d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans une classe, on va avoir un professeur. Si on a de la chance, on est 25 dans la classe. Au pire des cas, ça va être 30, voire 40 personnes. Et donc, un professeur, pour arriver à s'adapter à chacun des élèves, c'est pas possible quand on a 24 heures dans une journée. L'IA, elle, peut gérer ça. Pourquoi ? Parce que, bon, comme vous l'avez compris, ça va beaucoup plus vite. Et donc, arriver à pouvoir personnaliser justement l'enseignement parce que on sait exactement de quoi a besoin tel ou tel élève, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Au personnel, bien entendu, tout le personnel enseignant, mais aussi à l'élève. Au lieu de rester bloqué et de faire quelque chose qui convient à la majorité, eh bien, il pourra avoir son propre parcours à lui et donc apprendre peut-être plus vite sur des choses où ce sera plus simple pour lui. Et puis, sur d'autres choses où il y a un peu plus de mal, un peu plus porter attention là-dessus et voir comment faire pour qu'il apprenne mieux les choses et surtout qu'il puisse se former sa propre réflexion sur l'avenir et proposer des réponses qui correspondent en fait à une réflexion personnelle sur les nouvelles technologies que l'on a à notre disposition aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup aussi pour cet élément de réponse. Je te laisse garder le micro. On avait après posé une autre question un peu plus dans la prolongation sur l'IA, sur cet aspect-là, pour un peu creuser. Est-ce que ça veut dire qu'au vu de tout ce que l'IA va nous permettre d'avoir comme outil, comme élément de facilité, est-ce que c'est fini les interros ? On n'aura plus jamais de contrôle puisque apprendre pour un examen, ce sera peut-être plus nécessaire.
Est-ce que ça, c'est quelque chose, selon vous, qui va être amené à disparaître, justement? Surtout pas, je pense pas. Je pense pas parce que justement, il faut prendre en compte, ça ne sera pas les mêmes contrôles qu'auparavant. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment s'adapter aux nouvelles technologies. Du coup, il y a un moment, je me souviens, à mon époque en tout cas, nous, la révolution, c'était Google. Google, je me souviens de la période où on avait Encarta. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous de la période Encarta. C'était c'était un logiciel que tu ne connais pas, je pense. Si, sûrement. En fait, c'est des très anciens logiciels qui étaient disponibles. Bon, déjà, c'était du hors ligne en fait, mais c'était l'encyclopédie, on pourrait dire, qu'on avait à notre disposition pour pouvoir faire nos interros. Ensuite, il y a eu Google. C'était une révolution parce que d'un coup, on pouvait faire des exposés, mais beaucoup plus qualitatifs en fait. Et puis maintenant, on a ChatGPT. Il va falloir encore tout simplement s'adapter. S'adapter, mais ça ne veut pas dire que les interros doivent disparaître. Ça doit dire qu'elle doit prendre en compte le fait que ChatGPT existe et pas mettre forcément 0 justement à un élève parce qu'il a utilisé ChatGPT, mais plutôt lui apprendre comment faire pour utiliser le meilleur de ces technologies pour son propre bénéfice. Parce que copier-coller sur ChatGPT et mettre dans une évaluation, ça sert strictement à rien, on n'apprend rien, et juste ce qu'on veut, c'est un bon résultat. C'est pas comme ça qu'on a les réels résultats qui sont importants pour une évaluation, qui est que l'enfant arrive à se faire une bonne réflexion, en tout cas, sur les domaines qui lui sont proposés en évaluation. Très bien, donc a priori l'IA nous amènerait à avoir plus de sens critique et à développer aussi notre sens de l'analyse sur les années à venir, et c'est intéressant de voir comment l'évolution de l'apprentissage va aussi passer par là pour aller sur cet aspect encore plus poussé, de se dire recopier bêtement ou avoir le contenu donné par IA, c'est un gain de temps, mais en même temps il faut savoir être critique sur le sujet. Et alors on avait encore une dernière question également pour toi Priscilla, si tu veux y répondre. Donc est-ce que maintenant apprendre par cœur n'aura plus d'utilité? Et là-dessus l'IA nous avait répondu que ça pourra avoir une importance relative, donc pour lui en effet apprendre par cœur n'aura plus d'utilité en soi, ou ce sera peut-être un peu moins important, pour mettre l'accent plutôt sur la compréhension et l'adaptation avec des nouvelles méthodes d'apprentissage. Est-ce que là-dessus tu penses qu'aussi ça sera dans cette direction qu'on va, selon ce que tu vois aujourd'hui? Alors, c'est une question assez complexe. En fait, je pense que ça dépend des filières, tout simplement. Je vais avoir la chance d'intervenir fin septembre au niveau de la Cour de cassation, justement pour former les avocats. Si je prends cet exemple, c'est que oui, l'intelligence artificielle va bouleverser leur façon de travailler. On espère va leur économiser du papier quand on voit les conclusions, etc. Mais surtout, en fait, il y a des métiers où malheureusement ou heureusement, peu importe, quand on veut faire du droit, il n'y a pas le choix. Il faut apprendre des choses par cœur et c'est comme ça. Ça fait partie de la filière. Néanmoins, moi, ce que je trouve pertinent, c'est pas vraiment de dire est-ce qu'on fait du par cœur ou pas du par cœur. Avec Michel Serres, j'ai eu la chance de faire pas mal de sociologie et d'anthropologie. Et en fait, depuis 2010 et encore plus depuis Covid, les plaques ont bougé. Ça veut dire quoi, les plaques ont bougé? Ça veut dire que finalement, à l'échelle de l'humanité, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que nous sommes au tout début de l'ère du sapiens sapiens. Et que donc, du coup, là, sociologiquement, on a tous énormément bougé. Et on le voit d'ailleurs beaucoup au niveau des enfants qui sont nés depuis 2010 et après. Et notamment au niveau des systèmes d'apprentissage. Nous, on a été engrammés par la révolution industrielle qui disait on fait du top-down. Pourquoi? Parce que la révolution industrielle, c'était de dire que la machine devenait le cœur du réacteur, le cœur de la croissance économique. Et donc, on avait les machines, des gens qui s'occupaient des machines et des patrons qui donnaient des instructions. Aujourd'hui, tout ça, ça bouge. Sauf que dans les écoles, on a toujours ce côté où on va instruire nos gosses avec un professeur qui est là. Quand vous avez la chance d'être la première heure de la journée de l'enfant, il est encore un petit peu concentré. Puis quand vous prolongez la journée, les enfants sont perturbés et dispersés. Et c'est normal parce que de toute façon, ils ont sociologiquement bougé. Ça crée d'ailleurs aussi des problèmes de management dans les entreprises. J'ai la chance d'interagir beaucoup au niveau de l'Epitech. Et l'Epitech, ils ont mis en place, pas que, toutes les grandes écoles ont mis désormais en place des méthodes d'apprentissage par projet. Alors oui, c'est frustrant quand on est dans un groupe de projet avec des élèves qui s'impliquent moins que les autres, etc. Mais pour autant,
avec l'intelligence artificielle, avec leur propre cerveau. Je pense que le vrai enjeu, c'est pas tant de dire est-ce que je dois faire du par cœur ou pas, c'est plutôt de dire ensemble, on doit collaborer, coopérer et nos enfants doivent développer leur intelligence situationnelle plutôt qu'une intelligence scolaire. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on va leur demander quand ils seront dans le milieu de l'entreprise. Quand nous opérons, vous l'avez bien compris, beaucoup de recrutements pour nous, pour nos clients dans une année. Et un des drivers qu'on va au plus monitorer, c'est l'intelligence situationnelle du candidat, quel que soit son métier. Aussi bien quand je vais recruter un plongeur pour le Club Med, ou quand je vais recruter un VP pour le Crédit Agricole. C'est tout ça c'est le principal driver qu'on va aller monitorer. Et voilà, pour répondre à la question, c'est plus de dire aujourd'hui, on sait ce qui fonctionne comme méthode d'apprentissage. Encore une fois, c'est une urgence sociétale que de dire comment est-ce qu'on le développe au niveau des écoles, dès les collèges, dès les lycées et pourquoi pas dès la primaire. Voilà. Très clair, merci beaucoup aussi pour cette réponse. Donc à nouveau, pour imaginer un petit peu comment notre parcours académique classique, traditionnel, va évoluer, va être amené à se transformer. On a des nouveaux outils qui arrivent, on commence à peine à les maîtriser et à voir que ça va avoir une influence sur notre quotidien, sur nos façons d'apprendre, sur tout en effet des étapes peut-être de académiques ou des étapes même administratives qui vont être raccourcies pour une grosse partie. Donc merci beaucoup à vous deux d'avoir autant précisément répondu à ces éléments, pour voir comment est-ce qu'on se projette dans 20 ans, en 2044 sur ces sujets pour pouvoir vraiment interroger l'IA, voir qu'aujourd'hui elle est utilisée dans des projets concrets comme les deux que vous nous avez présentés. Donc merci à vous pour cette intervention. On a été ravis de vous avoir sur cette table ronde et on va avoir dans quelques petites minutes une conclusion de la journée avec une présentation également de l'exposition Puissance de femmes que vous avez pu observer sur le stand KPMG et qui a été présentée avec différents visuels, différents portraits de femmes qui travaillent dans la tech et qui sont justement des porte-paroles de ce domaine de la tech. Vous auriez pu en effet en faire partie. Prochaine session avec grand plaisir. Et on sera ravis de vous retrouver pour d'autres occasions. Merci à vous pour cette présentation et au plaisir. Merci beaucoup.